Mes chers collègues, bonjour à toutes et tous. Nous tenons aujourd'hui notre première réunion plénière pour l'année 2024. Donc les semaines qui se sont écoulées ont été dédiées pour beaucoup d'entre nous au débat sur la constitutionnalisation de l'IVG en commission, en séance. On voit aussi que bon nombre d'entre vous suivent avec attention les auditions que nous organisons avec ma co-rapporteure Marie-Charlotte Garin sur la définition pénale du viol, et nous nous en réjouissons, c'est une mission passionnante. Les travaux se poursuivent également sur la mission d'information que nous conduisons avec notre collègue Stéphane Viry sur les femmes et le sport. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que l'audition de ce jour vous est proposée. Comme nous avons déjà pu l'indiquer, nous nous concentrons dans le cadre de cette mission sur les leviers qui permettent d'augmenter la pratique sportive, en fait le développement de la pratique sportive féminine, pour améliorer la pratique amateur, la pratique chez les femmes à tous les âges de la vie, et particulièrement dès le plus jeune âge. C'est l'angle qu'on a pris. Et évidemment que ceci passe par l'émergence de rôles modèles dans les différentes disciplines. Ça nous a conduit à nous pencher également très largement sur le sport de haut niveau et les conditions de son exercice. Nous avons organisé des tables rondes qui ont impliqué de nombreuses fédérations. Et toutefois, pour que les femmes, notamment, puissent prendre toute leur place dans le mouvement sportif, il faut qu'on soit sûr que sa gouvernance soit à la fois rigoureuse, ouverte et transparente. Alors, ces sujets étaient au cœur des travaux de la commission d'enquête relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organisations de gouvernance du monde sportif. Alors, le rapport d'enquête de mesdames Bellamy et Sebaï, publié le 23 janvier, dresse un constat sans complaisance, formule des recommandations ambitieuses pour lutter contre les violences, la haine et les discriminations dans le milieu du sport. Je leur souhaite, mesdames, la bienvenue. Je vous remercie vivement de vous être rendues disponibles aujourd'hui pour nous présenter vos travaux et éclairer les nôtres. Alors, comme à mon habitude, avant de vous céder la parole, quelques petits points d'agenda. En premier lieu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour l'audition de Aurore Berger, notre ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Ensuite, je vous invite à noter l'événement autour du mois de mars que donc nous organisons au sein de notre délégation. Il aura lieu le 19 mars à l'issue des questions au gouvernement à 16h30. Nous allons organiser un événement en salle Victor Hugo sur le sujet du développement de la pratique sportive, la pratique sportive mixte, particulièrement avec des jeunes, des enfants, sur le fait de pitcher au niveau de la mixité. On vous proposera un format de jury, voilà, dans lequel vous serez sollicités, et donc nous aurons aussi la présence d'anciens sportifs de haut niveau notamment. Mais je vous en dirai davantage dans les semaines à venir. Pour l'heure, mesdames les rapporteurs, je vous laisse vous organiser. Vous avez la parole pour 15-20 minutes, si ça marche pour vous, en propos liminaire. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci à vous pour votre invitation au sein de cette délégation, chers collègues. Votre intérêt pour nos travaux illustre tout à fait le suivi particulier et les attentes dont la commission d'enquête a pu faire l'objet. Cette attente prouve que la commission a été une réussite et qu'elle a ciblé les bons enjeux et soulevé les bonnes questions. Après 6 mois de travail, nous allons vous présenter les conclusions de notre rapport. Pour rappel que je souhaite faire, le sujet a été délimité par ma collègue Sabrina Sebaï, même la rapporteure ici présente, puisque c'est dans le cadre du droit de tirage du Parti écologiste NUPES que cette commission d'enquête a vu le jour. Deuxième rappel, la commission est transpartisane par sa composition réglementaire d'abord, respect entre les membres, avec un bon travail collectif entre la présidente et la rapporteure, et ça, je le salue avant tout. Notons l'exception du Rassemblement national qui n'a plus souhaité siéger, mais qui n'a pour autant pas démissionné. Le 19 septembre, ils nous ont quittés. Pour commencer, je souhaite revenir sur l'histoire de notre commission d'enquête. Une création en conférence des présidents le 20 juin 2023, des travaux qui ont commencé
le 20 juillet 2023 et le rapport que nous vous présentons a été adopté juste avant la fin de l'année 2023. Il est le fruit d'un travail conséquent. Les travaux ont pris la forme de nombreuses auditions au nombre de 92 sous serment, avec 193 personnes auditionnées, 133 heures d'écoute et d'échange. C'est un nombre presque record dans le domaine des commissions d'enquête. 4 contrôles sur pièce et sur place ont été effectués par ma collègue rapporteure. Des centaines de contributions écrites et de témoignages ont été reçus. Dans la chronologie des auditions, nous avons souhaité d'une part auditionner les victimes, les associations, les entraîneurs, les directeurs et ensuite les présidents de fédération, pour finir par les ministres. Je voudrais remercier d'ailleurs nos collègues, en tout cas ma collègue à côté de moi sur la droite, qui était présente fidèlement aussi à cette commission d'enquête. C'est important, Madame Martin, merci. Ensuite, je souhaite vous dire quel a été l'esprit de notre travail. Nous avons voulu accompagner la société qui bouge, on le sait, faire sortir ce que l'on a tué durant des années, ce que l'on a caché, ce que l'on n'a pas voulu voir à certaines époques. J'ai une vive pensée, bien évidemment, pour Sarah Abitbol, pour Catherine Moyon-Debec. Je suis convaincue que notre commission a fait bouger certaines lignes et a encouragé la prise de parole. Notre objectif premier était de dresser un constat. Rapidement, les violences sexistes et sexuelles sont devenues le cœur de notre travail, et tout cela avec gravité. Certaines auditions étaient particulièrement marquantes, des propos poignants et forts, avec quelques témoignages particulièrement douloureux qui nous ont marqués au plus profond. J'ai vraiment souhaité que nous portions un regard extérieur. Ce regard, il est normal sur les fédérations exécutant une mission de service public. Ce regard nous a permis d'identifier un certain nombre de défaillances. J'estime, pour qu'il y ait une bonne vitalité démocratique au sein des fédérations et du mouvement sportif, il est indispensable qu'il y ait des contre-pouvoirs constitués. Enfin, un rapport, c'est évidemment des préconisations. En l'occurrence, ici, 60 propositions. Je partage les 60 propositions qui sont issues du travail transpartisan. Beaucoup émanent des sportifs et du monde sportif. Nous reviendrons, je pense, après nos échanges sur les préconisations, grâce bien évidemment à vos questions. Pour conclure et avant de céder la parole à Madame la rapporteure, je suis persuadée que cette commission aura participé à changer au mieux notre société. Pour que le sport reste un plaisir et une chance, que les pratiquants se sentent protégés et en sécurité. Les lieux de sport devraient toujours rester des espaces de confiance et d'épanouissement. Nous aimons le sport, les sportifs et le monde sportif. Le sport permet la transmission de belles valeurs et renforce la cohésion nationale et le lien social. C'était bien évidemment l'objet de cette commission. Le travail de cette commission reste aussi un hommage à tous les bénévoles de France, aux 3,5 millions d'acteurs essentiels du mouvement sportif. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord merci pour cette invitation à la délégation des droits des femmes pour pouvoir vous parler donc de nos travaux lors de cette commission d'enquête. Sans revenir sur ce qu'a dit la présidente Bellamy, que je partage totalement, mais dire quand même, comme ça a été rappelé, que c'était une commission d'enquête qui était transpartisane, donc les travaux ont été menés pendant 6 mois, et je pense que vraiment les premières auditions, notamment celles des victimes, ont soudé et ont conforté les membres de cette commission d'enquête sur l'importance finalement du fait de travailler ensemble et du fait que le sport n'a pas de couleur politique. Tu l'as dit à plusieurs reprises, Béatrice. Le périmètre comprenait la question des violences, des discriminations et des dérives financières. La question de la place et les situations des femmes dans le sport a traversé l'ensemble de nos travaux et au fur et à mesure, en réalité, on s'est énormément concentré sur ce sujet-là parce que les auditions qu'on a faites nous ont amené à prendre l'ampleur finalement, à prendre la mesure de l'ampleur du phénomène dans le mouvement sportif. La question du sexisme dans le sport, ça a été une verticale dans la commission d'enquête. Plusieurs thèmes sont revenus. La représentation des femmes dans les instances du mouvement sportif avec la question de la parité, qui est très, très loin du compte aujourd'hui. D'ailleurs, quand on a auditionné les dirigeants de fédération, on a auditionné seulement 1 ou 2 femmes, je crois, sur l'ensemble des fédérations reçues. Les violences sexuelles et sexistes et l'inadéquation
des dispositifs du traitement de ces affaires et la prévalence d'un sexisme ordinaire dans le sport qui crée un climat d'impunité pour les auteurs. On remarque que ces différents phénomènes portent atteinte à l'intégrité des femmes et cela existe en fait dans tous les espaces du mouvement sportif, que ce soit les tribunes de stade. Récemment, l'arbitre Stéphanie Frappard se faisait insulter, et là je vais citer, de sale pute, sale chienne et de salope lors d'un match Rennes-OL. Au sein des fédérations, on peut citer les exemples de Madame Ardouin et autres employés de la Fédération française de football concernant l'ancien président de la FFF, Noël Le Graët, mais aussi dans les clubs et les plus petites structures, comme l'audition a pu nous le révéler, comme a pu nous le révéler l'audition d'Angélique Cauchy sur la Fédération française du tennis. Il y a eu un avant et un après 2022 avec une culture du déni mise à mal par la libération de la parole qui a été permis par les témoignages puissants comme celui de Sarah Abitbol. Les actions qui ont été mises en place à ce moment-là par Roxana Maracineanu ont fait que l'État s'est enfin emparé de cette question. Et c'est vrai qu'on l'a mis d'ailleurs dans le rapport, des efforts ont été poursuivis. On a quand même constaté au fur et à mesure des auditions qu'il y avait encore des insuffisances, même s'il y avait des choses qui avaient avancé. Et si vous voulez, pendant les travaux, l'omerta, c'est le mot qui est le plus revenu pendant toutes les auditions, à plusieurs reprises, par l'ensemble des auditionnés. Et ça a été un phénomène particulièrement marquant dans ce contexte du monde sportif. Le rapport d'ailleurs estime que les choses se savaient à tous les étages. Des fédérations comme celle du sport de glace sont concernées par la prévalence d'une culture du viol que l'on sait traverser notre société. La commission d'enquête s'est attelée particulièrement au traitement des affaires de violences sexistes et sexuelles et a constaté une démultiplication des canaux de réception de signalements. Donc, et surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est pour ça que je disais qu'il y avait eu des avancées, notamment je pense à la création de la cellule Signal Sport, mais ce qu'on a constaté pendant l'ensemble des auditions, c'est qu'il y avait une méconnaissance généralisée de cette cellule de signalement, des dirigeants des fédérations eux-mêmes, d'ailleurs qui ne connaissaient pas cette cellule, ou des fédérations qui mettaient elles-mêmes en place leur propre système de signalement sans renvoyer forcément vers Signal Sport et qui faisait un peu effet filtre, ce qui ne permettait pas la libération de la parole en ce qui concerne les victimes. La ministre des Sports elle-même l'a dit, nous devons mieux faire connaître le canal Signal Sport partout et tout le temps. C'est l'un des enseignements que nous tirons des travaux de cette commission. Dans ce sens, la commission d'enquête a préconisé la centralisation des canaux de réception de signalement autour de la cellule ministérielle Signal Sport, et donc avec une recommandation, mais on y reviendra peut-être dans les questions, celle d'une autorité administrative indépendante qui pourrait prendre en charge les signalements et bien d'autres sujets aussi qui concernent le sport. Et d'ailleurs, on a traité aussi la question des discriminations et du racisme et de la question financière qui pourrait aussi être intégrée dans le cadre de cette autorité administrative indépendante. Les violences sexuelles et sexistes se recoupent bien souvent avec les violences faites aux enfants. Un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport. Et pour rappel, le 2 novembre 2023, 4 ans après sa création, Signal Sport avait traité plus de 1800 signalements qui mettaient en cause plus de 1200 personnes. 78% des victimes étaient mineures au moment des faits. Suite à différentes auditions, notamment celle de Sarah Abitbol et de la Civise, la commission d'enquête s'est prononcée en faveur de l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs et de la reconnaissance de l'amnésie traumatique dans le cadre de la prescription pénale. Cette revendication est exprimée depuis de nombreuses années dans le débat public par des professionnels, des associations, comme par des victimes. Se dessine en creux bien souvent un fossé culturel dans l'appréhension du sexisme et des violences faites aux femmes dans le sport parmi les différents dirigeants du milieu sportif. Nombre de dirigeants de fédérations ou de clubs ne semblent pas mesurer la gravité et le poids du sexisme dans le sport. Les différents dysfonctionnements identifiés en matière d'éthique et d'intégrité dans les fédérations, les différentes pressions que peuvent subir les femmes victimes de harcèlement et de violences dans le sport, nous ont poussé vers la recommandation que je dirais principale donc, de cette autorité administrative indépendante. La gestion de la plateforme Signal Sport lui serait alors confiée. Enfin, ce qu'on a pu constater lors des auditions, c'est ce qu'Angélique Cauchy a très bien décrit, c'est cette relation entraîneur-entraîné, qui est vraiment particulière au mouvement sportif et qui fait que ça fait peser sur la victime et donc en général l'athlète, bien en fait une lourde responsabilité du fait de, si elle témoigne, bien la difficulté d'être mise au banc de son club de sport, de ne pas pouvoir participer à des épreuves sportives, ou d'ailleurs d'autres personnes qui ont pu témoigner nous ont dit, lorsqu'elles étaient salariées de certains clubs et que leurs enfants étaient pratiquants, le fait que leurs enfants soient aussi écartés des activités sportives parce que leurs parents témoignaient. Ce qui est ressorti aussi, c'est l'effacement du rôle familial, avec très souvent
dans la plupart des cas, des parents qui ne savaient pas ce que subissaient leurs enfants. Ça a été le cas pour Sarah Abitbol, ça a été le cas pour Angélique Cauchy. Donc là aussi, des recommandations sur la sensibilisation et la formation des parents. Et en réalité, ce qui est aussi très largement apparu, c'est finalement cette notion de famille qui existe dans ce mouvement sportif, qui fait que très peu de victimes en fait se sentent libres de pouvoir témoigner, puisqu'elles ont le sentiment de trahir leur famille, de salir l'image de leur club ou de leur sport. Et donc tout cela a contribué à l'omerta, comme on a pu le constater pendant les différentes auditions qu'on a pu faire. Mais sans vouloir être plus longue, donc voilà, on répondra à toutes les questions, peut-être si vous voulez rentrer dans le détail des recommandations qu'on a pu faire. Je vous remercie. Merci infiniment pour ces premiers propos. Peut-être Stéphane Viry, en tant que co-rapporteur de notre mission. Je te laisse. Merci, merci Madame la Présidente. Merci à vous deux pour vos propos et votre présence aujourd'hui. En tout cas, vos travaux ont été engagés, intensifs. Je crois qu'ils ont été utiles pour l'Assemblée, pour légitimer encore et toujours son travail de contrôle, son devoir de contrôle et d'évaluation des actions des pouvoirs publics, et utile pour la question abordée. C'est tout à fait légitimement, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, avec Véronique, on voulait effectivement vous entendre par rapport à votre diagnostic et surtout par rapport à vos préconisations. Le maître mot, c'est que le sport, il est essentiel dans une société. Il n'est pas accessoire, il n'est pas subalterne, il n'est pas réservé qu'à certains. Il doit être accessible à toutes. Encore faut-il que le système le permettent, déjà dans l'accès, mais aussi dans la sérénité de la pratique, dans l'épanouissement. Vous appelez dans votre rapport, c'est son titre, à un choc éthique et démocratique pour le sport, pour le mouvement du sport. On verra avec Madame la Présidente, au terme de notre mission d'information, les constats qui seront les nôtres et les solutions. Mais on s'aperçoit d'ores et déjà, et sans vouloir trahir de secret, en tout cas qu'il y a quand même encore une difficulté de stéréotypes et de sexisme dans le sport en France. Je crois que c'est assez omniprésent. Vous l'avez décliné en vous écoutant dans deux directions. Tout d'abord, les violences sexuelles et sexistes dans le sport, mais aussi une division sexuée du sport. C'est-à-dire que globalement, les femmes ont une part mineure par rapport à ce qu'elles devraient être ou devraient proposer, ou simplement leur rang d'actrice au niveau du sport. Moi, j'aurais donc, parce que vous avez dit énormément de choses, on pourrait parler de la professionnalisation, on pourrait parler de la gouvernance, on pourrait parler des enjeux économiques. Moi, j'aurais deux questions. La première, c'est sur tout ce qui a été mis en place depuis maintenant quelques années. Vous avez cité le label égalité en 2019. Vous avez cité effectivement cette cellule ministérielle en 2020. Le plan de 2021 dédié à la prévention des violences. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses. Est-ce que, à votre avis, tout ça reste utile, mais totalement insuffisant? Et puis, ma seconde question, c'est, je ne vais pas revenir sur votre rapport sur les défaillances systémiques que vous avez mis en œuvre. Ce n'est pas l'objet de refaire les débats qu'il y a eu dans votre rapport. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est la prévention. Que faudrait-il faire en amont? Comment faudrait-il organiser le corps social pour prévenir davantage toutes ces violences sexuelles, sexistes, et globalement le fait de vouloir contingenter les femmes à une portion congrue dans la gouvernance du sport. Voilà les quelques observations que je voulais faire en saluant votre travail. Merci, cher co-rapporteur. Alors, pour moi, qui préside également, en tout cas qui est rapporteur de la mission qui nous intéresse avec Stéphane Viry, on voit bien que le sujet stéréotype et sexisme, il y a une base et un fond qui fait qu'ensuite il y a une escalade de violence et de culture qui permet ça. Et donc vous avez très bien évoqué les questions de la prévention sur l'honorabilité ou sur les dimensions de la sanction, sur le fait de faire savoir. Ma question va rejoindre ce que disait Stéphane à travers la formation et la prévention. Si on parle des clubs, en fait, dans les clubs,
comment un président de club, comment des éducateurs qui voudraient former, avoir un œil de prévention, quelles sont vos préconisations très concrètes dans cette massification-là, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Alors, donc, en tout cas, j'aimerais, de mon point de vue, vous entendre sur ces questions-là. Et il nous reste à passer la parole à nos oratrices de groupe. Et je laisse la parole pour le groupe Renaissance à Julie Delpech. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation droits des femmes, Mesdames Bellamy et Sebaï, mes chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais saluer votre travail conséquent mené en tant que rapporteure et présidente de cette commission d'enquête. Le sport doit en effet demeurer un espace de plaisir, de passion et d'émancipation pour chacun. Vous l'avez dit dans votre rapport, il y a 17 millions de licenciés dans notre pays qui chaque jour sont et font le sport. 17 millions de passionnés qui sont en droit de ne pas subir les défaillances de leur fédération et qui souhaitent uniquement faire vivre la passion sportive qui réside en eux. Les multiples auditions ont pleinement illustré la pertinence de cette commission d'enquête et ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la gouvernance, la démocratie interne, l'éthique et la sécurité des pratiquants dans le domaine du sport. Il est important de souligner l'implication et la détermination de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, quand il s'agit d'éradiquer les dysfonctionnements mis en lumière par la commission d'enquête. Par ailleurs, il paraît important de rappeler l'engagement sans précédent entrepris par la majorité présidentielle afin de mettre fin à toute forme de violence, de discrimination et plus généralement de tout dérapage dans le domaine sportif. Oui, il reste beaucoup de travail à faire pour éradiquer tous ces dysfonctionnements. Mais entre 2019 et aujourd'hui, une véritable révolution a été opérée dans le champ sportif. Il faut continuer. Dans l'une de vos recommandations, vous demandez le lancement d'une enquête approfondie et systématique au sein de toutes les fédérations afin de faire la lumière sur les violences sexuelles et sexistes, ainsi que sur les violences psychologiques et physiques qui pourraient sévir dans le monde du sport. Ces enquêtes devraient être menées de manière rigoureuse et exhaustive en impliquant toutes les parties prenantes concernées, des sportifs et sportives aux encadrants, en passant par les responsables des fédérations. Cependant, quelles seraient vos pistes sur les moyens concrets de venir en aide aux personnes victimes de ces violences dans le monde du sport? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole pour la France Insoumise, Pascal Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames les présidentes et rapporteurs. Comme vous l'avez souligné, chers collègues, Madame Bellamy, j'ai pu participer à un certain nombre d'auditions de cette commission d'enquête et j'ai été, comme mes collègues, sous le choc de l'audition d'Angélique Cauchy, qui a pu témoigner avec beaucoup de courage de ce qu'elle avait subi en situation de, comme vient de le dire ma collègue Sebaï, en situation de co-vie entre l'entraîneur et la jeune sportive qu'elle était à l'époque. Et on voit combien il y a des marges de progrès possibles. Madame la présidente Bellamy, vous avez aussi dit que ce rapport était sans complaisance et je pense que c'est à saluer parce que c'est courageux de demander effectivement que le ministère s'engage pour modifier l'organisation, puisqu'on voit que c'est à tous les étages qu'il y a des dysfonctionnements, et donc il y a une multitude de mesures à mettre en place pour qu'enfin les jeunes gens, les enfants, puissent pratiquer leur sport en toute sécurité. Moi, j'ai retenu des mesures proposées. C'est l'autorité administrative indépendante. Elle est indispensable. Je pense vraiment qu'il faut aller dans ce sens. Et ma question, elle porte là-dessus. Comment, même si peut-être c'est encore prématuré pour que l'État ait pu réagir à votre rapport, comment l'État, au travers du ministère, va-t-il modifier son organisation ? Parce que, en fait, c'est l'autorité de tutelle, le ministère, et il faut que les fédérations ne soient pas laissées seules. On voit que la Fédération des sports de glace a déjà commencé à mettre en place des nouvelles pratiques.
alors que d'autres fédérations n'ont rien fait. Donc je pense que là, il faut une égalité de traitement. Et puis je suis très attachée à la question du certificat d'honorabilité. On ne peut pas laisser, même si je salue avec vraiment une grande sincérité le travail des bénévoles, on ne peut pas laisser des bénévoles passer d'un club à l'autre sans qu'on puisse savoir quel est leur passé. Et j'espère qu'on arrivera vraiment à mettre en place ce certificat d'honorabilité. Et enfin, troisièmement, c'est au travers de vos propos que j'ai repensé à cette question, d'arrêter les événements sportifs quand il y a des propos sexistes, discriminants, racistes, homophobes. Enfin, c'est pas possible qu'on laisse des événements sportifs continuer de se dérouler quand on assiste à de telles situations. J'ai dépassé mon temps de parole, mais je veux juste encore dire, comme vous venez de le dire, la prévention, la formation et en fait l'éducation est indispensable dans ce domaine, mais comme dans tous les autres. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Évidemment, vous remercier également pour avoir d'abord demandé cette commission d'enquête et évidemment pour le travail que vous avez effectué, un travail approfondi sur les lieux de sport qui, pour nous tous et toutes, j'imagine, doivent être des espaces d'épanouissement et d'émancipation qui portent les valeurs du sport. Les valeurs du sport étant évidemment l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, l'inclusion, la persévérance et le respect. Lorsqu'on regarde, en tout cas, lorsqu'on lit votre rapport, on se rend compte que quelquefois, on est bien loin de cela. Et ça peut nous paraître effectivement choquant dans un certain nombre de cas. Donc ce rapport a été, je pense, très utile en ce sens qu'il participe à la fois à la facilitation de la prise de parole, mais qui traite aussi de toutes les violences sexistes et sexuelles, la gestion des plaintes, l'accompagnement des victimes, la mise en place de sanctions et évidemment la proposition qui nous semble très importante, et je rejoins ma collègue à l'instant, sur l'autorité administrative indépendante et sur la question de l'honorabilité qui est très importante dans l'accompagnement de tous les jeunes sportifs. Peut-être, puisque nous sommes à la DDF et que nous sommes ici toutes et tous très attachés à la question de la parité, vous questionnez sur la parité au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives, que vous avez relevé d'ailleurs au cours de vos auditions, puisque vous nous avez dit que vous aviez rencontré seulement 2 personnes. C'est donc à l'image du manque de représentativité des femmes, comme en politique d'ailleurs, un peu moins maintenant, et à la tête d'entreprises du CAC 40. Donc, est-ce que vous êtes favorable aux quotas qui, s'ils sont utiles dans un certain nombre de cas, ne permettent pas toujours de mettre en cause les mécanismes propres à chaque fédération et participent à la reproduction quelquefois des inégalités en leur sein? Le plafond de verre joue donc encore pleinement son rôle lorsqu'il s'agit d'atteindre la plus haute marche dans les fédérations sportives, et les femmes ne sont que quelques-unes à pouvoir gravir les échelons et accéder à la présidence d'une fédération sportive en France, alors qu'elles sont extrêmement nombreuses dans l'ensemble des sports, des clubs sportifs, et notamment en tant que bénévoles. Donc vous nous faites une proposition dans votre recommandation 17 qui fixerait dans la loi le principe de parité réelle dans tous les organes dirigeants du mouvement sportif, ainsi que dans l'ensemble des commissions de discipline et des comités d'éthique et autres commissions régaliennes. Est-ce que vous avez des initiatives précises que vous pourriez prendre en ce sens, sous forme peut-être de PPL ou autres, lesquelles évidemment nous pourrions nous associer? Et j'ai oublié de relever aussi que vous avez relevé de nombreuses difficultés pour mener à bien votre commission d'enquête, qui sont révélatrices, vous le dites, d'un entre-soi et d'un omerta. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour les écologistes, Marie-Charlotte Garin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les rapporteurs Bellamy et Sebaï. Déjà, vraiment un grand merci pour votre travail et pour cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances au sein notamment des fédérations françaises de sport et du mouvement sportif. Et je dois avouer que c'est une fierté que ce soit le groupe écologiste qui ait porté cette demande,
parce que je crois, et là je vais vous remercier tout particulièrement Madame Bellamy, mais merci d'avoir souligné aussi la qualité du travail que vous avez pu avoir entre vous et collectivement, mais aussi sur la méthode et sur les recommandations qui en sont le fruit, parce que je trouve qu'il y a effectivement un décalage entre la réalité qui est la vôtre, que vous avez pu vivre de l'intérieur, et les attaques en militantisme que vous avez pu subir, notamment de la part de la ministre Oudéa Castéra, qui déshonorent et le travail parlementaire et les conclusions, je trouve, qui sont issues de cette commission d'enquête. Et je crois que l'écho que trouve votre travail, et on l'a vu, que ce soit dans la presse, mais aussi dans le milieu sportif, c'est vraiment le témoin du rôle déjà que nous pouvons avoir en tant que parlementaires, de la puissance de frappe que peuvent avoir les commissions d'enquête lorsqu'elles sont bien choisies et ciblées. Et je crois que ça nous honore et que nous avons tous et toutes intérêt à défendre ces recommandations collectivement, d'autant plus que leur pertinence n'est plus à démontrer. Je crois que le sport, il peut fédérer, il peut émanciper, mais évidemment, il doit pouvoir se faire en étant protégé et préservé dans sa pratique sportive. Et surtout, ça ne peut pas être le lieu des violences sexistes et sexuelles, des violences sur les enfants et le temple d'une quelconque omerta. Et moi, j'avais encore un exemple à Lyon d'une joueuse de basket qui a subi une agression sexuelle sur le terrain par l'entraîneur de l'équipe adverse. Et en fait, c'est inadmissible. Donc tout cela, ça participe aussi de changer les pratiques à tous les échelons du sport. Votre commission d'enquête, elle a travaillé notamment sur la question du contrôle de l'honorabilité, et ça a été évoqué aussi par ma collègue Pascale Martin. Moi, j'ai l'exemple d'un club à Lyon, le club de la Duchère, qui est particulièrement actif sur ces questions-là et très impliqué sur le sujet. J'ai déjà pu en parler avec eux. Pour rappel, l'honorabilité, c'est l'obligation qui prévoit qu'une personne qui aurait été mise en cause, condamnée définitivement pour des crimes ou pour certains délits, en fait, elle ne peut pas exercer dans des clubs. La question, c'est sur l'honorabilité en particulier. Qu'est-ce que vous avez pu constater dans vos travaux, et est-ce que vous pouvez préciser un petit peu vos préconisations sur ce sujet-là? Je vous remercie. Merci, chers collègues. On vous laisse peut-être organiser les réponses, mes chers rapporteurs. Merci pour toutes vos questions qui effectivement concernent cette commission d'enquête, tous les sujets qui ont été constatés pendant toutes ces nombreuses auditions, comme je le disais. Et je voudrais revenir déjà sur la première de vos questions, si on peut les scinder en deux parties. Il y a l'aspect plutôt parité dans le sport et ensuite la prévention. Et si on s'intéresse à la parité, bien évidemment que déjà, je voudrais dire que le mouvement sportif dans sa globalité, il fonctionne bien. On l'a dit, des licenciés, des bénévoles qui permettent à ce mouvement sportif de permettre en tout cas à nos enfants, pour la plupart, et aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, de pratiquer une activité physique sur nos territoires. Donc bien évidemment que c'est la première des choses que je voudrais relever, parce qu'il est beau, il est dynamique, et c'est important aussi de le soulever. Je ne voudrais pas détruire ou en tout cas abîmer ce qui fonctionne bien. C'est une des priorités. Ensuite, on peut aussi s'apercevoir que, et ça a été relevé aussi au fil de nos auditions, quand on s'intéresse aux fédérations, on sait que, je ne voudrais pas me tromper dans les chiffres, mais tu pourras me corriger, Sabrina, si c'est le cas, 17 femmes présidentes de fédérations sur 111 fédérations de mémoire. 19 sur 119, voilà, j'en étais pas loin dans mon ratio. 19 sur 119, c'est bien, ça révèle bien que la femme n'a pas trouvé sa place au sein du mouvement sportif, ce qui est juste bien dommageable, parce que je pense qu'on n'en serait pas là dans les constats qu'on a pu faire tout au long de ces 6 mois de travail. On sait que pour autant... Une précédente équipe, en tout cas, s'est mise au travail, et vous avez pu voter, en tout cas ce qui était déjà député sur le précédent mandat, au mois de mars 2022, une loi de démocratisation du sport qui fait que la parité maintenant sera obligatoire au sein des différentes instances du mouvement sportif, et particulièrement au sein des fédérations, et également en sachant quand même que cette parité, elle sera bien sûr difficile à construire forcément du jour au lendemain. Donc il faut avoir la possibilité de former, d'accompagner, de permettre aussi à des femmes aux différents échelons du mouvement sportif de trouver une place.
Et il faut aussi que les femmes s'emparent aussi des responsabilités aussi au sein du mouvement, parce qu'il faut qu'il y ait une volonté aussi de la part de nous les femmes, et de l'accueil bien sûr des hommes, qui leur fassent une place et qui leur transmettent aussi le savoir, parce qu'il faut aussi construire des connaissances pour faire fonctionner ce mouvement sportif. Et puis, dans cette loi de démocratisation, il y avait aussi la volonté de permettre un renouvellement seulement 2 mandats, ce qui fait 3 mandats comme président d'un club, d'une association ou de fédération. Ce qui permet aussi qu'un homme puisse lâcher prise aussi, parce que bien souvent aussi, et ce sont aussi les membres du mouvement sportif qui nous le disent, bien souvent on a l'impression qu'il y a un fauteuil et qu'on est confortablement assis, mais que le sport, il a besoin d'avoir aussi de l'élan aussi, et cet élan, il faut qu'il soit apporté par de nouveaux profils qui puissent participer et qui puissent dynamiser ce mouvement. Ensuite, je voudrais dire que, comme par hasard, les témoignages de victimes, allez, à 90%, ce sont des femmes. Les ministres qui se sont emparés aussi de cette problématique, et on l'a cité depuis notamment l'ouvrage de Sarah Abitbol, Un si long silence, ce sont des femmes. On a cité Angélique Cauchy, Sarah Abitbol, on a cité Catherine Moyon-Debec, ce sont des femmes. Et pourtant, on ne peut pas dire que ces témoignages, ils datent de 2020. On peut les remonter certainement aux années 2000. Pour autant, peu de choses ont été dites, peu de choses ont été faites. Voilà, c'est un constat. Et puis après, je dirais surtout que je laisserai la partie plus prévention à ma collègue rapporteure, parce que c'est vrai que, comme ça a été dit, cette commission d'enquête, et notamment le sujet de cette commission d'enquête vient de ma collègue Sabrina. Nous sommes 2 femmes en plus à soulever, à avoir travaillé, à avoir animé cette commission d'enquête. Et je voudrais rappeler que la cellule Signal Sport, qui a été citée tout à l'heure en référence, cette cellule, on lui a donné une notoriété. La commission d'enquête a communiqué en permanence en valorisant cette cellule Signal Sport qui, je le rappelle, est là pour recevoir les témoignages, les signalements, et qu'après, ça permet en même temps d'accompagner la victime auprès de professionnels de santé, ou également une prise en charge auprès d'associations type Colosse au pied d'argile, mais pas que. Il y a aussi l'accompagnement possible par l'association créée par Angélique Cauchy, d'ailleurs, qui s'appelle Rebond. Et dans un cadre, tout ça, bien sûr, dans le but de libérer la parole. Aujourd'hui, trop de fédérations ont lancé, ont proposé des plateformes de recueil de témoignages ou de signalements, mais avec, comme on l'a dit tout à l'heure, cette forme d'entre-soi. Et on bloque, bien évidemment, une libération de la parole. Donc, la cellule Signal Sport, c'est une des propositions qu'on fait, permettre un seul outil de recueil de témoignages donc il faut bien évidemment intensifier les moyens, que ce soit bien sûr les moyens humains, mais les moyens financiers sur cette cellule Signal Sport. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut reconnaître dans ce constat, c'est que les femmes ont été à l'initiative. Je ne voudrais pas du tout occulter la présence des hommes, bien évidemment. Nous avons besoin des uns des autres, mais le constat est fait aujourd'hui que les femmes ont porté cette libération de la parole, et au sein du mouvement sportif. Et après, c'est sûr que quand on parle de prévention, il y a encore beaucoup à faire. Les recommandations sont là. Et je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Je vais devoir, avec toutes mes excuses, vous quitter, parce que j'ai aussi une commission culture, éducation et sport auquel j'appartiens, et nous auditionnons la ministre Amélie Oudéa-Castéra. J'ai une question sur l'éducation nationale. Je me dois aussi d'être porte-parole aussi d'enseignants que j'ai rencontrés cette semaine. Donc, je vais basculer également sur la commission d'ici quelques minutes. Merci. Oui, moi j'ai également une obligation, donc je suis désolé, Madame la rapporteure, mais Véronique saura me rendre compte
de la qualité de votre réponse. Aucun problème, merci beaucoup. Peut-être, moi, je vais commencer vraiment par... parce qu'il y a, dans les questions que vous avez posées, il y a beaucoup de choses qui sont en fait très en lien avec le fait, finalement, moi je l'ai dit à plusieurs reprises avec mes mots, qui était de se dire à un moment, il faut que le sport rentre finalement dans le 21e siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, la question du sexisme et des violences qui en découlent vient aussi du comportement des dirigeants de ces fédérations sportives. Lors des auditions, quand vous avez des dirigeants qui viennent en audition, je vais en citer quelques-uns. Je pense à la fédération de judo, l'ancien président de la fédération de judo, qui recevait des femmes qui venaient témoigner de violences dans une chambre d'hôtel et que ça ne lui posait pas de problème. Et que quand on lui pose la question « Est-ce que vous avez reçu cette victime dans votre chambre pour prendre son témoignage ?», il ne répond pas non, il dit « Il faut que je voie sa tête pour me rappeler si je l'avais reçue ou pas dans ma chambre ». Quand vous avez le président de la fédération d'équitation qui vous explique que quelqu'un qui a été condamné 2 fois pour des agressions sexuelles sur mineurs, que pour lui on perd 1 heure de notre temps à propos d'un voleur de pommes, ça dénote une certaine mentalité dans ce qu'il perçoit, lui, comme des violences sexuelles et sexistes et des agressions sexuelles sur les mineurs notamment. Vous avez le président de la fédération de gymnastique qui, lui, ne comprend pas que quand il y a des informations sur des violences physiques, sur des athlètes, sur des sportives et notamment des femmes, eh bien, il ne comprend pas qu'il doit mener une enquête ou en tout cas faire des recherches pour comprendre ce qui se passe, alors même que la personne mise en cause avait déjà été condamnée et licenciée par la fédération des années auparavant pour des faits de violence sur des sportives. Et donc tout cela, en fait, contribue au dysfonctionnement que nous, on appelle systémique, parce qu'en réalité, ça fait des années que ça perdure. Ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête des fédérations depuis de très nombreuses années, très majoritairement des hommes d'ailleurs, comme cela a été dit. Donc tout cela contribue au fait que le mouvement sportif, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il est incapable de se réformer de lui-même, parce que les personnes qui sont à la tête de ces fédérations aujourd'hui sont incapables de comprendre les enjeux actuels de la société, et notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes. Ensuite, sur les outils qui ont été mis en place. Nous, on a dit que oui, effectivement, il y a Signal Sport qui a été mis en place. Mais Signal Sport, aujourd'hui, c'est 3 personnes. Je l'ai dit, ils ont traité plus de 1600 cas. 3 personnes qui sont censées gérer tous les signalements qui sont faits à l'échelle de la France et avec une cellule qui est majoritairement méconnue. Moi, je suis intervenue à l'Université de Paris-Saclay sur un amphi de STAPS, donc des futurs éducateurs sportifs. Quand j'ai posé la question sur est-ce que quelqu'un connaît Signal Sport, personne n'a levé la main. Ils ne la connaissent pas. Donc, l'idée, c'est quand même de dire à un moment, il faut faire connaître cette cellule pour qu'elle fonctionne et que les victimes puissent la saisir, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous avez aujourd'hui une organisation, ça a été posé la question de l'organisation du ministère. Aujourd'hui, on est sous-doté partout. Et pour le coup, la Cour des comptes, qui n'a pas l'habitude de dire qu'il n'y a pas de moyens dans les services ministériels, là, le dit très clairement. Elle dit ça manque clairement de moyens, que ce soit sur les organes déconcentrés, donc pour les inspecteurs sur les départements. Vous avez des départements où il n'y a pas d'inspecteurs. Donc quand il y a des signalements qui sont faits, eh bien, c'est très compliqué de pouvoir mener les enquêtes, faire les auditions au niveau local. D'ailleurs, certains inspecteurs disent qu'ils ne sont pas formés à entendre la parole des jeunes victimes. Donc ça aussi, c'est un sujet, c'est comment on forme les inspecteurs sur le terrain pour qu'ils puissent faire leur travail correctement et qu'ils ne soient pas en difficulté eux-mêmes lorsqu'ils recueillent la parole des victimes pour pouvoir mener correctement les enquêtes. Et vous avez un ministère, effectivement, qui est incapable de mener son action de tutelle et de contrôle pour de multiples raisons, mais la principale étant le fait qu'il soit sous-doté en termes de personnes. La cellule Signal Sport n'échappe pas à cette règle. Donc c'est aussi à la demande des fédérations qui estiment aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, qu'elles ne sont pas en capacité de gérer la question des violences, qu'il faut le sortir dans une autorité administrative indépendante pour que ça soit plus simple et que ça fonctionne peut-être avec des moyens qui seraient mutualisés entre le ministère des Sports, le CNOSF, on n'en a pas parlé, mais qui devrait aussi avoir un rôle sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais qu'on a eu beaucoup de mal à identifier, et donc les fédérations qui pourraient donc mutualiser tous ces efforts au sein de cette autorité administrative indépendante. Sur le contrôle d'honorabilité, là aussi, le contrôle d'honorabilité fait son apparition en 2006 dans les textes. Il est mis en application à partir de 2020, donc il se passe quand même 14 ans avant qu'on puisse vraiment mettre en place un contrôle d'honorabilité suite aux révélations de Sarah Abitbol. En 2023, lorsqu'on commence la commission d'enquête, on a 42 fédérations qui ne sont pas du tout au rendez-vous du contrôle d'honorabilité, dont 30 qui n'ont fait absolument aucun dépôt. Quand je dis que le ministère n'est pas capable d'exercer son contrôle, ça passe aussi par cela. On a un ministère qui ne dit pas aux fédérations « c'est une obligation, c'est inscrit dans la loi, vous devez faire le contrôle d'honorabilité des licenciés, des bénévoles qui sont chez vous ». Ce n'est pas le cas. Vous avez aujourd'hui 1 million de personnes qui sont contrôlées sur les 2 millions
qui devrait l'être dans le cadre du contrôle d'honorabilité. On pensait au départ que le contrôle d'honorabilité, c'était et le contrôle du casier judiciaire, donc le volet 2, et le fichier FIGES. Or, ce n'est pas le cas. On ne contrôle que le FIGES. Et lorsque celui-ci revient positif, on contrôle le casier judiciaire, ce qui donne lieu à des couacs, puisque vous avez, dans certains cas, des entraîneurs qui ont été condamnés et mis en prison pour des agressions sur mineurs, qui ont pu réobtenir des licences, je pense à la Fédération française de football, et qui sont retournés entraîner des mineurs dans des clubs de sport, parce que l'information parfois circule très très mal de la fédération à la ligue jusqu'au club de sport. Donc ça, c'est aussi un enjeu, c'est comment faire en sorte que l'information va au plus proche du terrain pour que les dirigeants des clubs soient informés des dispositifs qui existent. Moi, j'ai fait une réunion il y a 10 jours, j'ai rencontré un club de hockey sur glace, ils m'ont dit on a découvert Signal Sport il y a 48 heures. Avant ça, on ne la connaissait pas. Donc, alors que ça existe depuis déjà plusieurs années. Et donc, ils ont été confrontés à une difficulté. Et leur fédération leur a dit, écrivez à ce mail, vous aurez peut-être les éléments à ce niveau-là. Donc, il y a une vraie méconnaissance, c'est évident. On a besoin de former au niveau local. Et là, il y a des associations sur lesquelles il faut s'appuyer pour qu'elles fassent ce travail de terrain. Je pense qu'il y a une demande des clubs et des bénévoles aujourd'hui qui sont dans les clubs pour être formés sur ces enjeux et pouvoir travailler sur toutes ces questions-là. Mais on en est aujourd'hui extrêmement loin. Sur la question de la prévention, ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Moi, je l'ai dit, hein, on a des parents qui ne sont pas sensibilisés, on a des dirigeants de clubs qui n'ont pas connaissance des dispositifs qui existent. Et donc, effectivement, il faut informer largement. Le fait que les dispositifs qui existent soient méconnus contribue au dysfonctionnement, contribue aussi à avoir une omerta qui perdure en fait dans ce mouvement sportif. Quand on demande par exemple, je ne sais plus qui posait la question de l'enquête générale sur les fédérations sur la question des violences, c'est parce qu'en fait on s'est rendu compte que dû aussi à un manque de moyens, vous avez par exemple la Fédération française de football qui a plus de 2 millions de licenciés, qui n'a eu aucun contrôle de l'inspection de 1995 à 2022. Donc il s'est passé un nombre d'années incalculable où il n'y a pas eu d'enquête. Et la fédération n'a pas du tout été contrôlée alors qu'on savait qu'il y avait énormément de problèmes au sein de cette fédération. Ensuite, sur l'aide aux victimes. Là, pareil, je pense qu'on a besoin de former les dirigeants. Je pense à une audition que j'ai en tête de l'INSEP notamment, où par exemple, on avait encore des personnes qui se posaient la question, suite à un témoignage d'une agression sexuelle, de la notion de consentement. En fait, on ne parle pas de consentement. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il a été victime d'une agression, on écoute le témoignage, on fait un signalement, comme ça devrait être le cas quand on est dirigeant, et on laisse la procédure suivre son cours. Donc là, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut réexpliquer les procédures, y compris ce qu'est qu'un article 40, comment est-ce que ça fonctionne, quand est-ce qu'on doit le faire. Là, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus. Les présidents de fédération très peu savent, par exemple, qu'ils peuvent se porter partie civile avec les victimes, alors que c'est une possibilité. La fédération de tennis le fait maintenant, mais ce n'est pas le cas partout. Donc là, pour aider les victimes, c'est déjà une première étape. Quand on est une victime qui est laissée seule, qui doit prendre un avocat, faire plein de démarches à côté, c'est extrêmement compliqué, ça coûte de l'argent. Il faut se reconstruire aussi psychologiquement. Nous, la plupart des victimes qu'on a reçues, on les a reçues 10, 15, 20, 30 ans après les faits. Elles étaient toujours en grande souffrance. Elles n'ont toujours pas réussi à se reconstruire, ça prend des années. Et donc, je pense que là, c'est là où il y a un enjeu aussi à accompagner ces victimes, y compris sur la durée, sur le volet psychologique et médical. J'essaye de regarder si je n'ai pas oublié des choses. Eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, sur la prévention et les clubs, effectivement, nous, Alors, normalement, il y a des associations qui sont en partenariat avec les fédérations, notamment. Je pense à Colosse au pied d'argile, qui est très actif dans le mouvement sportif, qui interviennent auprès des fédérations, notamment auprès des licenciés, pour les sensibiliser et donc pour travailler sur cette question des violences, pour expliquer ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, pour aussi recueillir des témoignages, faire les signalements à la cellule Signal Sport. Je pense que là, il y a un enjeu à ce que les clubs soient formés, mais vraiment au niveau local, ce qui n'est pas encore forcément le cas tout le temps partout. Moi, je sais que les clubs que j'ai rencontrés m'ont dit, par exemple, qu'ils ont eu des sessions de sensibilisation. Alors, c'était au moment du... Alors, il y a Colosse, notamment, c'est des associations qui les organisent. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup Colosse. Il y a un peu l'association de Sarah Abitbol, il y a l'association d'Angélique Cauchy.
qui travaillent sur ces réunions. Enfin, c'est des temps d'échange d'informations et de sensibilisation sur ces questions-là. Mais c'est pas quelque chose qui est régulier. Le dernier club que j'ai rencontré, par exemple, ça s'était fait c'était au moment du Covid, au moment du confinement. Donc, ils ont eu une session par visio d'une sensibilisation qui avait été réalisée sur le sujet, mais ça reste vraiment très peu utilisé, je pense, et très peu connu. Et d'ailleurs, on pose la question des licenciés, mais j'ai oublié de vous le dire. Sur la question des contrôles, on a aussi un enjeu sur la question des éducateurs et des entraîneurs, qui, eux, normalement, ont des cartes professionnelles. Et quand vous regardez les chiffres, sur les 783 éducateurs qui ont été mis en cause en 2023, vous en avez 573 qui sont des éducateurs rémunérés ou stagiaires, donc qui ont des cartes professionnelles qui, normalement, doivent être passées par un contrôle et du casier judiciaire et du fichier FIGES. Eh bien, vous en avez 27% qui n'avaient pas de carte professionnelle. Ce qui veut dire qu'il y en a 27% qui n'ont jamais été contrôlés, qui ont travaillé sans carte professionnelle, sans aucun contrôle. Et là, ça nous pose question parce que forcément, là, c'est directement le ministère qui est censé travailler à ces contrôles pour ces cartes professionnelles. Donc, voilà. Et c'est vrai que nous, on a essayé d'expliquer, par exemple, y compris aux clubs qu'ils doivent, là c'est dans la loi, afficher les cartes professionnelles des entraîneurs, expliquer pourquoi et comment fonctionne un contrôle d'honorabilité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça repose beaucoup sur des bénévoles. Ça a été dit, 3,5 millions de bénévoles qui font vivre le mouvement sportif. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est cette réelle méconnaissance. Alors après, vous avez quelques associations, j'en ai cité quelques-unes, qui travaillent sur le côté information, sensibilisation et donc préventif. Mais on voit bien qu'on en est encore très loin, puisque d'abord, les outils sont méconnus et on formait 17 millions de licenciés. Avec le peu d'associations aujourd'hui qui travaillent sur ce champ-là, eh bien, je pense qu'il va nous falloir un peu de temps. Et c'est encore plus vrai si on prend la question des discriminations, ou notamment le racisme et l'homophobie dans certains sports. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on sensibilise sur la question du racisme dans le football, par exemple. Et vous avez encore énormément de propos racistes qui sont tenus dans les enceintes de sport. Donc, il y a encore énormément de travail, même quand il y a une volonté d'avancer là-dessus. C'est pour ça que, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, il faudra sanctionner. Parce que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de sanction et qu'en fait, on a un sentiment que l'impunité perdure, eh bien, en fait, on n'avance pas, y compris sur la question, y compris sur ces questions-là. Puisque vous proposez un rebond, Madame la Présidente, je voulais signaler que j'ai un président de fédération départementale de judo qui m'a écrit, donc je suis députée de la Dordogne, et qui m'a interpellée sur, je rebondis à l'instant là, sur la question de la formation des dirigeants de clubs et des éducateurs de clubs. Il m'a interpellée parce que ça coûtait 80 € par personne pour la formation et donc ça lui faisait un budget supplémentaire. Il m'a interpellée sur le coût en fait de cette formation. Et bon, je n'ai pas encore creusé le sujet, je ne lui ai pas répondu encore, mais c'est vrai que c'est un problème parce qu'il peut y avoir une volonté de la part du club de former, mais quid des budgets, qui paye, bon, voilà. Donc je mets au débat cette question parce que je pense qu'il y a des volontés voilà, localement de former, mais après, ça a un coût tout ça. Il faut des gens compétents. Oui, peut-être juste pour revenir sur la question de la parité à la direction des fédérations, est-ce que vous avez senti quand même une prise de conscience des personnes que vous avez auditionnées ou en fait on n'en est pas là? Alors, pas vraiment de prise de conscience, en tout cas pour certains d'entre eux. Quand on voit les propos qu'ils tiennent, je pense qu'ils en sont encore très très loin. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que comme ça avait été inscrit dans la loi, ils vont être obligés de le mettre en place à la fin de l'année 2024, puisque toutes les instances seront renouvelées. Et à ce moment-là, la parité devra s'appliquer. Donc, ils sont conscients qu'ils vont devoir aller vers cette parité. Mais comme d'habitude, leur premier argument est de dire « oui, mais nous n'avons pas de femmes candidates ».
Si je peux me permettre, on a un rebond aussi avec la mission sport, puisque sur cette question-là, nous, on a beaucoup interrogé avec mon co-rapporteur Stéphane Viry, et avec des initiatives, y compris du CNOSF, qui organise de la formation avec un programme 300 dirigeantes. Et donc, maintenant, il faut aller les chercher, quoi. Voilà. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre travail et être venu nous rendre compte ici. Eh bien, écoutez, on sera à vos côtés pour continuer de protéger les victimes. En tout cas, je crois que c'est un combat que nous partageons toutes et tous. Vous donnez rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, après les questions au gouvernement. Nous accueillerons en audition Aurore Berger, donc ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Je vous remercie. Au revoir.